Bonjour à tous. Ok. Donc, j'ai le plaisir d'introduire Dr. Royal, qui nous fera une présentation intitulée Enfants monolingues. Comment on dit ça? Monolingue. Et multilingue, celui-là je le connais, scolarisé en français. Alors, Phaedra Royal est professeure titulaire à l'école d'orthophonie et d'audiologie à l'Université de Montréal et membre du Centre de recherche cerveau, langue et musique. Ses recherches traitent de la psycholinguistique, la neurolinguistique, les développements du langage et ses troubles, la morphologie et le traitement des phrases en français. La présentation sera en français, alors on va juste à la fin garder les questions pour la fin et, s'il vous plaît, venir utiliser les micros pour qu'on puisse enregistrer vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, merci aussi à l'organisation, Tetsu et les autres qui ont organisé cette belle conférence, qui m'ont invité. Alors, aujourd'hui, je vais parler, en fait, de comment les enfants acquièrent une langue, le français en l'occurrence, dans un contexte d'immersion totale dans les écoles francophones de Montréal. Alors, je vais commencer par présenter la question des verbes du français, donc comment les verbes se divisent en différentes catégories de conjugaison. Et ensuite, je vais vous présenter trois études de production du verbe avec des adultes et des enfants à Laval et à La Salle. Et la question de Laval et La Salle, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais plus. Mais en Amérique, souvent aux États-Unis, on pense que le statut socio-économique va affecter l'apprentissage de l'enfant. Et on va voir si c'est vrai ici à Montréal, au Québec. Et puis, je vais parler aussi des applications éducatives de ces recherches-là. Donc, comment ça peut s'intégrer dans l'enseignement ou l'apprentissage des langues par des enfants ou des adultes. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est, on a déjà parlé un peu des langues romanes, c'est que les verbes en français tombent dans plusieurs groupes de conjugaison qu'on catégorise généralement comme 3. Donc, le premier groupe, c'est les groupes en R à l'infinitif. C'est des verbes qui sont réguliers. Tous les verbes, sauf aller et s'en aller, dans ce groupe-là, sont conjugués de façon complètement régulière et prévisible. Et on utilise aussi pour créer des néologismes, des nouveaux mots. Et on voit aussi chez les enfants des surrégularisations comme boiver, donc des erreurs qui montrent une sensibilité à ce schème-là. Ensuite, on a les verbes en ir, à l'infinitif comme finir. Environ 50% des verbes en finir sont réguliers, donc ils tombent comme les verbes du premier groupe dans un schème prévisible. Et on peut trouver certains néologismes, surtout avec des adjectifs. On peut créer des verbes comme verdir. On voit aussi à l'occasion des surrégularisations dans ce schème de conjugaison-là. Et puis enfin, on a des verbes en war, re et dre à l'infinitif, comme mordre, qui sont généralement complètement irréguliers et non productifs. On ne crée pas de nouveaux verbes dans ce schème de conjugaison-là. OK. Alors, moi, je vais m'attarder sur le participe passé. Pourquoi le participe passé? Parce que c'est une forme qui est utilisée dans les temps composés en français. Et en fait, il est utilisé dans le passé composé, qui est la forme verbale complexe que les enfants utilisent en premier dès l'âge de 3 ans ou même avant, dans certains cas. Et ce qu'on voit dans le participe passé, c'est que sa forme varie selon le groupe de conjugaison. Donc, c'est intéressant à regarder. Encore une fois, on voit que dans les verbes en et à l'infinitif, en ir à l'infinitif, en war, re et dre, on a des formes différentes du passé composé. Alors, ça ajoute un certain niveau de complexité dans l'apprentissage du français. Pourquoi moi je m'intéresse à la surrégularisation? Donc, je vous ai montré des exemples de surrégularisation, comme boiver. Parce que ça, c'est des formes que les enfants n'entendent pas quand ils sont, par exemple, à la garderie ou à l'école, mais qui créent naturellement eux-mêmes. Donc, on voit qu'il y a une sensibilité à la règle linguistique et qu'ils l'appliquent
Alors, c'est des erreurs qui sont intéressantes parce que ça montre qu'ils ont des capacités combinatoires, linguistiques, qui leur permettent de créer des formes pour lesquelles ils ne connaissent pas la forme appropriée et régulière, par exemple. On le voit dans l'accord sujet-verbe, donc les gens vont dire « vous étiez » au lieu de « vous êtes », « elle puse » au lieu de « elle pue », et on le voit beaucoup donc, dans la flexion pour le temps, donc ce qui nous intéresse, nous, des formes comme « boivez » et « ouvrez ». Alors, la première étude que je vais vous montrer, en fait, c'est une vieille étude que j'ai faite pendant mon postdoc, où on regardait des très jeunes enfants, on essayait de voir si les enfants sont sensibles à ces schèmes-là. Et moi, ces travaux-là, je les faisais toujours dans le contexte de j'essaie de trouver des moyens de dépister des enfants qui ont des troubles de langage, mais pour faire ça, il faut comprendre comment les enfants en développement typique réagissent au langage, comment ils se comportent. Et donc, les premières études que j'ai faites, c'était avec des enfants en développement typique. Et ce qu'on avait, sont des enfants relativement jeunes, à partir de 3 à 4 ans et demi. Et on avait développé une tâche avec des verbes réguliers en « et des irréguliers, mais de tout type. On verbes qui finissent en « ir », en « war », en « dre » et ainsi de suite. Et puis, on a aussi regardé des verbes qui étaient fréquents, comme « laver », « ouvrir », et des verbes moins fréquents, comme « brider », « fendre », où on pensait que l'enfant ne connaîtrait peut-être pas le verbe et peut-être aurait plus de difficultés à les produire. Alors, nos hypothèses, c'était que les verbes fréquents seraient faciles pour les enfants à produire parce qu'ils les connaissaient déjà. Et les verbes moins fréquents, on pensait que les verbes réguliers en « et » seraient possibles à produire pour les enfants parce qu'ils connaissent déjà la structure de la langue, puis ils peuvent peut-être deviner comment conjuguer le participe passé, mais que les verbes irréguliers seraient difficiles. Et comme on a fait pour faire parler les enfants, mais c'est toujours très difficile avec un enfant de 3 ans, de développer une situation confortable. Donc, ce qu'on avait, en fait, c'était Zoboomafoo, la marionnette, et 2 poupées. Et on développait comme un discours. Je travaillais avec une assistante de recherche et une parlait pour Isabelle et disait « Regarde, il boit du jus ». Et pendant que Nicolas buvait du jus, et puis là, Zoubou commentait « Vous buvez du jus tous les jours ». Nicolas disait « Moi, j'aime boire du jus ». Donc là, on présentait en fait 3 formes, le présent, la 3e personne du singulier, la 2e personne du pluriel, du présent et puis l'infinitif, pour donner des indices à l'enfant de quel groupe de conjugaison ce verbe-là faisait partie. Et puis, Isabelle demandait à la marionnette Zoubou qu'est-ce qu'il a fait, Nicolas? Et puis, Zoubou, il avait une très mauvaise mémoire et demandait tout le temps à l'enfant de l'aider à se rappeler de qu'est-ce qui venait de se passer. Et l'enfant devait produire, par exemple, il a bu du jus. Alors, en fait, et ça, c'était pour les verbes fréquents. Pour les verbes moins fréquents, comme on présumait que les enfants ne connaissaient pas le verbe, on lui présentait le verbe et on expliquait un peu son sens. Donc, Marie-Ève, l'auxiliaire de recherche, disait « moudre », ça veut dire briser quelque chose en petits morceaux. Tu vois, je moue du café. Donc, infinitif et première personne du singulier. Le Zoubou faisait un commentaire « vous moulez du café » et demandait à l'enfant de répéter « peux-tu dire moudre » pour être sûr qu'il avait bien entendu. Et puis, là, demandait « qu'est-ce qu'elle a fait, Marie-Ève » et l'enfant devait dire quelque chose comme « elle a moulu du café ». Alors, les résultats, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, je veux mentionner que il y avait des enfants qui avaient des difficultés à faire la tâche. Donc, à 3 ans, les enfants, ou juste avant l'âge de 3 ans, tous les enfants arrivaient à produire les verbes connus, les verbes fréquents. Mais si c'était des verbes infréquents, pour eux, c'était probablement des néologismes, donc c'était des nouveaux mots. C'était seulement à partir de presque 4 ans. Okay? Donc, à la fin de 3 ans, que les enfants commençaient à être capables de produire ces verbes-là. Donc, on va regarder les résultats pour les verbes fréquents. Tous les enfants, il y en avait 15 dans l'étude. Et ce qu'on voit, c'est que les enfants sont beaucoup plus habiles à produire des verbes réguliers qu'irréguliers, même si toutes les formes qu'on avait choisies étaient appareillées sur leur fréquence, mais même l'âge d'apparition dans des corpus de langage d'enfants. Donc, on savait que les enfants connaissaient les verbes, mais pour produire le passé composé, les irréguliers sont beaucoup plus difficiles. Et ce qu'on a vu ensuite, c'est quand on regarde tous les verbes, et là, on a des verbes réguliers en gris, irréguliers en noir, et à gauche, ici, on a les verbes fréquents et là, les verbes infréquents.
Et ça, c'est juste les 8 enfants de 3 ans 10 et plus qui étaient capables de faire les verbes fréquents. Eux, on les testait aussi sur des verbes inconnus. Et ce qu'on voit, encore une fois, donc, les résultats sont un peu meilleurs ici parce que c'est les enfants qui réussissaient mieux. Et quand on leur donnait les verbes infréquents, en fait, on voyait qu'ils étaient capables à l'occasion de produire des verbes réguliers, mais jamais des verbes irréguliers. Puis en fait, c'est un seul enfant qui a réussi à produire cette réponse-là pour une forme ou deux. Donc, on voit que c'est très difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est que les enfants, on voit qu'ils sont sensibles à la règle des verbes réguliers. Donc, ils sont capables déjà, à l'âge de 3 ans, de reconnaître et de produire des verbes. Ils ont acquis cette règle-là. On a aussi observé des surrégularisations, ce qui était attendu, donc des choses comme elle a tonné, elle a tordé, elle a moudré. Mais aussi, on s'attendait beaucoup moins à ça. On a remarqué qu'ils produisaient aussi des choses comme elle a lit, elle a ouvri, elle a boisi. Donc, des surrégularisations dans le deuxième groupe de conjugaison. Alors ça nous a amené à faire une autre étude. Mais je veux juste mentionner là, qu'on voit aussi qu'il y a un lien entre l'âge d'apparition du développement de la capacité à produire des verbes réguliers, c'est les colonnes noires, et les surrégularisations qui sont les petites colonnes avec ici des lignes ou des petits carrés. Donc ça, c'est chaque enfant. Okay? Donc, ils avaient des âges différents. Ce n'est pas le même enfant qui vieillit, c'est des enfants différents. Et on voit que vers l'âge de 38 mois, donc 3 ans et 2 mois, on voit l'apparition de la capacité très forte et qui continue, là, ça se maintient à travers les enfants de produire des verbes réguliers. Mais les verbes irréguliers, ça prend beaucoup plus de temps. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le développement du verbe régulier aussi est lié à la capacité à surrégulariser. Okay? Donc, on voit les deux types de surrégularisation qui sont là chez les mêmes enfants. Donc, il y a un lien entre la production et la régularisation. Et ça nous indique aussi la zone proximale de développement d'un enfant dans une tâche de production induite. Donc, ils vont produire des formes au passé composé spontanément avant cet âge-là, bien qu'on leur demande de le faire. C'est vers cet âge-là qu'on réussit à le voir. Donc, on voit vraiment qu'il y a un développement d'une conscience morphologique ou une conscience métalinguistique qui les permet de produire des formes nouvelles ou spontanément sur demande. Okay. Il y a des limites dans cette étude-là. Donc, comme on a vu, certains enfants étaient trop jeunes pour faire la tâche. Donc, on a établi un peu l'âge où les enfants sont capables de faire ça. Et on a aussi regroupé tous les irréguliers, en fait, dans un groupe. On a juste regardé régulier versus irrégulier. Et donc, on n'a pas vraiment testé directement la sensibilité aux autres schèmes, aux autres groupes de conjugaison, qu'on a juste regardé vraiment les verbes réguliers. Puis enfin, c'était un petit groupe d'enfants unilingues, donc c'est assez dur à étendre à toute la population qu'on a, surtout à Montréal. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants qui ne sont pas monolingues ou avec des plus gros groupes d'enfants? Est-ce qu'on va voir plus de détails ou de variabilité? Donc, l'étude qu'on a faite par la suite, c'est avec mon étudiante postdoctorale, Alexandra Marquis. C'était une étude où on a étendu notre expérimentation à 4 formes du passé composé, des participes. Donc, on avait déjà établi que les enfants comprennent et sont capables de produire là, la forme régulière, par exemple, manger, du premier groupe autour de l'âge de 3 ans et 2 mois. Mais on a aussi vu que ces mêmes enfants-là, ils surgénéralisaient à cet âge-là, ils commençaient à surgénéraliser les formes comme en « i ». Donc, on peut présumer que les verbes en « i » réguliers, qu'on appelle sous-réguliers, parce que ce n'est pas la forme de conjugaison par défaut en français, elle apparaît déjà au même âge. Et on a des formes aussi comme « bu », qui finissent en « u ». Donc, on a beaucoup « bu », « lu »,« vu », « entendu », beaucoup de verbes en français qui finissent avec une voyelle particulière. Donc, ça, c'est un schème qu'on a ressorti. Et puis, on a des formes complètement irrégulières comme « ouvert », qui ne finissent pas avec une voyelle et où on ne peut pas vraiment décrire une régularité morphologique ou phonologique. Donc, on a développé on a utilisé des verbes de ces 4 schèmes-là. Oups.
Et dans ces cas-là, dans les deux derniers cas, on pense que l'acquisition serait dépendante à la fréquence du verbe parce que c'est des formes qui ne sont pas productives. On ne crée pas de nouveaux verbes avec ces formes-là en français. Donc là, c'est beaucoup de détails, mais en fait, on a testé beaucoup d'enfants, donc 162 enfants qui étaient en première année ou en préscolaire. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on a testé des enfants qui étaient monolingues ou multilingues. Donc, notre définition simple, c'était de dire si les enfants étaient exposés plus de 90% du temps au français, à l'école et à la maison, c'était des monolingues, et tous les autres enfants étaient des multilingues. Donc, ça regroupait des bilingues séquentiels, des bilingues simultanés, des enfants trilingues, etc. On avait une variété de langues. On a pris tous les enfants qui allaient dans une école, c'était les enfants de Laval ici. Donc, on avait plusieurs langues qui étaient parlées à la maison par les enfants. Donc, ici, c'est une catégorisation arbitraire à 90%. Donc, on va voir que c'est peut-être pas une bonne idée. On va revenir à cette question-là, mais pour l'instant, on a divisé ces groupes-là comme ça. On a aussi testé des adultes, donc 25 adultes monolingues et 11 multilingues. Ils étaient très difficiles à recruter. Donc, on cherchait des gens qui étaient au Québec depuis moins de 5 ans et qui étaient immersés dans un milieu francophone, au travail ou à l'université. Donc, on a recruté des gens, par exemple, à l'Université de Montréal. Et l'idée, c'était d'avoir un peu des adultes qui étaient dans un environnement comme un enfant qui commence l'école puis qui commence à être vraiment immersé en français. Donc, on voulait les gens qui n'étaient pas trop vieux, qui n'avaient pas trop d'expérience pour refléter un peu ce qu'on voit chez les enfants puis voir est-ce que les adultes ont les mêmes comportements que les enfants. Donc, les stimuli qu'on avait étaient divisés en 4 groupes. On a des verbes en « et », des verbes en « i », qui finissent en « i » au participe passé, des verbes qui finissent en « u » au participe passé et des verbes qui n'avaient pas de voyelle finale, donc on appelait « autres » irréguliers. On a simplifié un peu la tâche parce qu'on testait des enfants un peu plus vieux. C'était en maternelle première année. Donc là, on produisait juste deux formes du verbe. Donc, on avait l'infinitif et la troisième personne du singulier. On a développé un app Android où on montrait des images. L'enfant tournait la page en faisant un swipe, un left swipe. Et on lui demandait, donc, qu'est-ce qu'elle a fait hier, Marie, après avoir présenté le verbe. Et l'enfant devait répondre, par exemple, elle a caché ses poupées. Alors, on avait plusieurs résultats possibles qui allaient pouvoir ressortir de cette étude-là. Et ils ne sont pas tous en contradiction avec les autres, donc il y en avait plusieurs questions. On pensait, par exemple, si la fréquence du verbe est le facteur important pour l'apprentissage, en fait, toutes les formes devraient être maîtrisées également parce qu'ils étaient, encore une fois, à parier sur leur fréquence. La longueur et plusieurs facteurs autres que ça. Si la fréquence du schème est très importante, on verrait, par exemple, une meilleure maîtrise des verbes en « et » que les verbes en « i ». Et les « i » seraient similaires aux « u » et aux autres parce qu'en fait, toutes ces formes-là sont moins fréquentes. Si on regarde un corpus, c'est toujours les verbes en « et » qui dominent. Si la productivité morphologique est importante, alors on observerait que « et » et « i » seraient mieux maîtrisés que « u » et autres, parce qu'on sait que ces formes-là, on peut créer des nouveaux verbes avec, donc les « et » et « i », tandis qu'on ne crée pas de nouveaux verbes avec les autres, donc ils ne sont pas productifs. Si la fiabilité est importante, ça, c'est-à-dire, ça c'est une mesure développée par Albright qui dit que, étant donné la voyelle dans la racine de mon verbe, est-ce que je peux prédire comment va être produit le participe passé? Donc, la règle la plus fiable, évidemment, c'est les « et », ensuite les « i », ensuite les « u », puis ensuite les autres. Okay? Donc, si on a, par exemple, un verbe du deuxième groupe, en « ir », 50% du temps, il va être conjugué avec un « i » au participe passé. Donc, c'est moins fiable que les verbes en « et ». Donc, c'est ça l'idée. Et par rapport au multilinguisme, si le multilinguisme est important, bien, on s'attend à ce que les monolingues réussissent mieux que les multilingues. Et ça, c'est basé simplement sur le fait qu'ils sont plus fréquemment exposés aux formes, les monolingues, que les multilingues. Donc, c'est un argument basé sur la fréquence d'exposition. Et aussi, par rapport aux adultes, si l'âge d'acquisition est important, en fait, l'idée, c'est qu'il y a des gens qui disent que les adultes sont moins plastiques que les enfants, sont moins capables d'apprendre rapidement une nouvelle langue. Bien, on s'attend à ce que les enfants multilingues réussissent mieux que les adultes multilingues.
Alors, heureusement, les résultats sont très simples. Alors, ça, c'est les résultats des adultes et des enfants. Donc, les barres bleues pâles, c'est les enfants, et les barres bleues foncées, c'est les adultes. Et ici, on a les différents types de verbes. Ce qu'on voit, c'est que, premièrement, il n'y a aucun effet du groupe linguistique. Donc, je n'ai pas mis les résultats divisés par le groupe linguistique parce que les monolingues et les multilingues réussissent aussi bien. Okay? Deuxièmement, on voit un effet du participe passé. Oups, j'ai pas traduit de l'anglais. J'ai tout traduit de l'anglais, il y a des coquilles des fois. Donc, l'effet du participe passé, on voit que le « et » est également aussi bien réussi que le « i », qui est mieux réussi que le « u » et qui est mieux réussi que les autres. Là aussi, j'ai oublié de traduire, c'est « a » que ça devrait être. Donc, ici, on le voit chez les enfants assez bien, ce schème-là. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des différences justement entre les adultes et les enfants pour les schèmes. Ce qu'on voit chez les adultes, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. Et chez les adultes, en fait, il y a des différences entre les verbes autres et u et les verbes i et autres. C'est-à-dire qu'eux sont mieux réussis que les autres, mais en général, ce qu'on voit, c'est que globalement, les adultes réussissent très bien. Et ça inclut les multilingues qu'on a recrutés. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est qu'on voit qu'il y a une sensibilité à la productivité. Donc, surtout chez les enfants, les verbes en « et » et en « i » sont mieux réussis. On voit aussi la prévisibilité par Albright. Même les verbes en « u » peuvent être prédits. Donc, les gens réussissent bien ces verbes-là. Ils les réussissent mieux que les verbes autres. Et juste pour vous rappeler que les schèmes en « i » et en « u » sont vraiment de basse fréquence dans le corpus. Donc, on voit qu'il y a une hypersensibilité à ces structures-là. C'est assez pour qu'une personne, apprenant une langue seconde, puisse s'en servir. Et on voit chez les enfants des difficultés avec les verbes autres qui restent. Donc, il y a vraiment un travail de mémorisation qui doit se faire. C'est les exceptions dont on parlait tout à l'heure dans la précédente présentation. C'est ce qui est difficile. Mais les adultes semblent bien les réussir. C'est quand même des verbes de haute fréquence qu'on a utilisés. Pas d'effet du groupe linguistique. Yeah. Et on voit aussi que les adultes sont plastiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables rapidement d'acquérir les schèmes d'une nouvelle langue dans un contexte d'immersion. Par contre, on a quelques effets d'éducation parentale chez les enfants, et c'est vraiment un détail, là, mais je vais aller rapidement là-dessus. Donc ici, on a des enfants monolingues en gris et multilingues en bleu. Et ce qu'on voit chez les enfants multilingues, c'est que les enfants multilingues qui ont des parents qui sont moins éduqués réussissent un peu moins bien. Donc, c'est les barres bleues foncées et tous les autres réussissent très bien. Donc, il y a un léger effet d'éducation parentale. Okay? Puis ça rejoint les études aux États-Unis où on voit des effets d'éducation parentale, mais on voit que ça n'a aucun effet chez les monolingues. Et on va revenir sur cette question-là dans la prochaine étude. Alors, comme j'ai dit, j'avais pris des enfants à Laval dans 2 écoles qui resteront anonymes, mais si vous connaissez les écoles de Laval, vous pouvez peut-être les deviner. Donc, Laval, c'est un endroit où, quand même, il y a beaucoup de francophones. C'est un milieu très francophone, mais on voit aussi qu'il y a d'autres langues qui sont parlées dans la grande région de Laval. Mais la majorité de la population, donc 66 % sont unilingues francophones. On a 7 % d'anglophones, puis on a aussi des gens qui parlent français et d'autres langues, un autre 2 %. Donc, c'est un milieu qui est multiculturel, mais qui est quand même à dominance française, et mais qui est aussi un milieu classe moyenne. Et on voulait voir si l'effet d'être dans un milieu classe moyenne versus un milieu de classe plus basse, ça avait un effet sur l'apprentissage chez les enfants. Parce qu'on l'a vu, l'éducation parentale, qui est une mesure socio-économique, semblait affecter les enfants à Laval. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de voir quels facteurs socio-linguistiques influencent l'habileté à apprendre la flexion du verbe. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à La Salle, où c'est un milieu socio-économique défavorisé, et on a refait la même étude en rajoutant les enfants de La Salle. Donc, l'idée ici, c'est qu'on veut voir si les facteurs environnementaux peuvent influencer la production du verbe chez l'enfant. Donc, on a regardé l'éducation parentale et maternelle. Des fois, l'éducation maternelle a plus d'influence que l'éducation parentale, qui est la moyenne entre les 2 parents.
On a regardé des facteurs socio-économiques qui étaient liés au quartier où les enfants étaient, et même les écoles ont des codes spécifiques. Et il y avait aussi la possibilité que les écoles elles-mêmes, par exemple les enseignants ou les styles d'enseignement qui sont pratiqués dans les écoles, puissent affecter l'apprentissage chez les enfants. Donc, on a regardé ça. On a regardé l'exposition au français. On voulait voir encore s'il y avait un effet de l'exposition. Et évidemment, on s'intéressait à la sensibilité aux propriétés morphologiques des verbes. Donc, on avait 210 enfants, qui incluent en fait les enfants qu'on avait déjà à Laval. Et on a ajouté les enfants de la salle. Donc, on est rendu avec 91 enfants de première année et 119 au préscolaire. Certains étaient monolingues, certains étaient multilingues, certains enfants n'avaient pas des informations. Mais ce qu'on a changé, c'est qu'au lieu d'avoir une mesure dichotomique, monolingue versus multilingue, on a créé une mesure continue de l'exposition français. C'est-à-dire qu'on donnait, ça variait entre 15 % et 100 % d'exposition au français à la maison. Et on utilisait ça, donc plutôt que de diviser le groupe, on a fait des modèles où c'était rentré comme un facteur continu. Et on laissait nos modèles mathématiques, nos analyses, nous dire c'est où qu'on trouve une différence, c'est où que le groupe se divise. Et je vais vous montrer les résultats. Puis, on avait nos 2 écoles. Alors, au Québec, on a des mesures socio-économiques qui nous permettent de grouper les enfants. Donc, il y avait les enfants de la salle étaient d'un milieu socio-économique moyen et ceux de la salle étaient socio-économique bas. Et ça, c'était basé sur des mesures du gouvernement qui sont données pour chaque école, donc l'indice de milieu socio-économique et l'indice du seuil de faible revenu. Voyons, ça ne marche plus. Et ces indices-là sont disponibles en ligne. OK. Donc, les résultats, on a fait exactement la même étude, on a rajouté des nouveaux enfants. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu encore une fois un effet du schème et de l'exposition du français à la maison. Donc, en fait, évidemment, la structure morphologique joue un rôle, mais ce qui s'est rajouté, c'était l'exposition du français à la maison. Donc, au lieu de diviser les enfants en monolingue, multilingue, en fait, cette mesure continue nous donne quelque chose. Donc, je vais expliquer les résultats. Et on a vu qu'il y avait une interaction de ces effets-là. Donc, le taux d'exposition du français à la maison influençait comment on était capable d'utiliser les différents groupes de conjugaison. Il y avait aussi un effet simple de l'âge que je ne développerai pas plus, mais si vous avez des questions, c'est juste que les enfants, après 5 ans et 11 mois, réussissaient mieux à la tâche. Et dans les analyses des réponses qui étaient non cibles, on a vu aussi que l'exposition du français à la maison et le schème jouaient un rôle, mais seulement sur les verbes en « i » et en « u ». Okay? Pas sur les verbes en « et », du premier groupe. Donc, je vais parler des réponses cibles. Et ensuite, j'aurais parlé des réponses non cibles. Donc, pour les réponses cibles, ça, c'est des enfants pour lesquels on n'avait pas d'informations sur leur exposition au français. Donc, ça, c'est les beiges, c'est les inconnus. Mais sinon, sur le tableau, ce qu'on voit, c'est que le modèle nous disait que si les enfants étaient exposés plus que 70 % du temps au français à la maison, ça, c'était un groupe. Ensuite, les enfants... moins que 70 % du temps à la maison, c'était un groupe. Ensuite, de 70 à 90, c'était un autre groupe. Ensuite, de 90 à 95, et puis un dernier groupe, 95 % d'exposition au français. Puis ce qu'on voit, c'est que les enfants qui sont exposés moins de 70 % du temps au français à la maison, je l'ai ici. Donc, les barres grises pâles réussissent un peu moins bien que les autres groupes dans la production des réponses cibles. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que leur réponse ressemble beaucoup aux enfants plus jeunes qu'on avait vus francophones, okay, dans la première étude. Donc, ce qu'ils ont, ce qui ressemble, c'est un petit peu un délai. Okay? Et les autres groupes se ressemblent beaucoup. Ensuite, donc, ce qu'on a vu, c'est à moins de 70 % d'exposition, les verbes en « et » et en « i » sont mieux réussis que les verbes en « u », qui sont mieux réussis que les autres, donc très similaires à ce qu'on a vu à des enfants de 3-4 ans monolingues.
Donc, ça, c'est ces résultats-là. OK. Pour les réponses non cibles, et on se rappelle que c'est juste sur les verbes en I et en U. Ce qu'on voit, en fait, c'est que là, le modèle, il nous divise différemment. Donc, c'est les enfants qui sont exposés moins de 30 du temps du français à la maison. Ce qu'ils font, c'est qu'une de leurs stratégies de réponse, c'est au lieu de produire le passé composé, ils produisent le présent. Et c'est vraiment la seule chose qui distingue ce groupe-là. Les autres groupes ont tendance à produire, par exemple, un autre verbe au passé composé. Ça, c'est la stratégie la plus commune. Et donc, c'est vraiment ce qui ressort vraiment, c'est de produire le présent chez les enfants. Donc, ça aussi, ça ressemble à des enfants à développement typique, plus jeunes. C'est une stratégie de réponse qu'on observe, donc ce n'est pas inhabituel. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on voit, c'est que les faits du groupe de langue ne sont pas dichotomiques. On ne peut pas juste dire monolingue versus multilingue, mais c'est plus une mesure continue. On voit que le pourcentage de français à la maison affecte l'habileté à maîtriser la flexion. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a toujours un effet gradient du type de flexion. Donc, le schème de conjugaison, chez les enfants très jeunes, c'est « et » mieux que « u » qui est mieux que autre. Et en vieillissant, tous les verbes qui ont une régularité morphologique ou phonologique sont mieux réussis que les verbes complètement irréguliers. Ce qu'on voit aussi, c'est que le comportement des enfants, donc les erreurs qu'ils vont faire, sont très similaires pour tous les groupes, sauf s'ils sont exposés moins de 30 du temps au français à la maison, où là, il y a des petites différences qui ressortent. Et ces enfants-là ressemblent aux monolingues de 3-4 ans. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les autres facteurs socio-économiques qu'on a vérifiés n'avaient aucune influence sur le résultat. Donc, en rajoutant les nouveaux enfants de la salle, on a perdu l'effet de l'éducation parentale. Donc, ça ne ressortait plus. Donc, ce n'était pas un effet très fort, finalement, sur les résultats. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les données d'exposition français, donc de dire qu'il faudrait être exposé au moins 30 ou plus au français à la maison pour bien acquérir, sont cohérentes avec la littérature sur l'apprentissage de la langue seconde. Donc, une étude de Ellen Thovery-Daughter en 2015 qui regardait la production générale morphologique des enfants a trouvé un résultat similaire. Et ce qu'on a en ce moment chez les adultes, c'est le traitement de la phrase, donc la capacité, avec de la neuroimagerie, c'est qu'on voit que le comportement du cerveau change à partir du moment où on utilise plus que 30 de la journée le français. Donc, c'est tous des apprenants de français langue seconde qui parlent très bien le français, mais leur activation cérébrale varie selon leur utilisation du français tous les jours. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est que les tâches induites révèlent des trajectoires d'apprentissage qui sont pertinents au niveau de la linguistique. Donc, on voit que les verbes réguliers et productifs sont plus rapidement et mieux appris que les sous-réguliers en I. Et eux, ils sont mieux appris que les régularités phonologiques en U et qui, évidemment, sont mieux maîtrisées que les formes irrégulières. Donc, on voit, par exemple, si on veut apprendre une langue, peut-être que c'est des stratégies ou enseigner une langue, toujours aller sur le régulier productif avant d'aller dans les exceptions. Donc, ça aussi, ça rejoint le conférencier précédent. Et ce qu'on voit, c'est que les adultes multilingues maîtrisent très bien ces formes, mais il ne faut pas oublier que c'était quand même un petit groupe de participants. Donc, c'est quoi la pertinence académique de tout ça? C'est qu'on peut comprendre les habiletés typiques en flexion verbale des enfants en première année. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les enfants multilingues et monolingues se ressemblent. Ils ont des comportements très similaires. Et ça peut aussi amener des recommandations de stimulation, dans quel ordre on va travailler, quelle forme. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'évaluation de la conscience morphologique peut aussi nous permettre de dépister des enfants qui ont des difficultés qui peuvent affecter le parcours académique. On sait déjà que les habiletés en langue orale et en lecture sont corrélées avec le développement de l'orthographe, mais il y a aussi des études qui montrent que le développement de la morphologie lexicale, par exemple la dérivation, les préfixes, les suffixes, et la morphologie grammaticale sont prédicteurs de difficultés en langue écrite. Alors, juste pour dire qu'on a aussi développé un app qui s'appelle FauxFlow, qui est annoncé dans la page 20 du programme, qu'on utilise pour prédire des habiletés orthographiques des enfants à partir de leurs habiletés en langue orale.
Et dans cette tâche-là, en fait, on a 10 de nos verbes. Donc, on a une partie qui c'est la morphologie verbale où on induit la production du passé composé. Mais il y a aussi la production de mots. Les enfants doivent nommer des images. La perception de la parole. Donc, on produit des erreurs dans gris. Par exemple, GUI, l'enfant doit dire si c'est bien ou mal dit. Et une tâche de conscience phonologique pour les rimes. Et cette tâche-là a une sensibilité moyenne. Donc, si l'enfant réussit bien la tâche, c'est assez sensible, mais ce qui est génial, c'est que sa spécificité sont que les enfants qui ne réussissent pas la tâche, c'est très fort. Alors, on a un rapport de code de 10, ce qui veut dire qu'un enfant qui échoue la tâche de faux flow a 10 fois plus de chances qu'un enfant qui l'a réussi à avoir un trouble à l'écrit. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette tâche-là est sensible aux enfants qui ont des troubles de développement du langage oral, ou, par exemple, on a difficulté à produire des verbes au passé composé. Alors, voilà. Je vais arrêter maintenant et je vais prendre vos questions. Merci beaucoup, Dr. Roy. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, juste vous rappelez d'utiliser les micros ici en avant. Ça permet de voir la personne qui pose la question. Non, j'en ai juste une. Est-ce que, pour les enfants qui avaient une exposition de moins de 30%, il y avait beaucoup de verbes. Attendez, c'était des problèmes de toujours parler au présent, c'est ça? La présentation des verbes était dans une forme infinitive puis au présent. Au présent. Mais est-ce que vous pensez que, je ne sais pas si vous avez étudié ça, si les enfants avaient les autres langues qui parlaient, c'était quelque chose de très éloigné au français, comme japonais ou mandarin, comparé à un enfant qui parle déjà italien, par exemple? Est-ce qu'il y aurait une... Donc ça, c'était un facteur qu'on essaie de voir, la langue que l'enfant parlait. Donc, ça a été mis dans nos modèles statistiques. Malheureusement, heureusement, il y avait une très grande variété de langues qui étaient parlées par les enfants. Donc, ça ressortait pas. Si j'avais fait une étude contrôlée, j'aurais pris un groupe d'hispanophones puis un groupe d'arabophones, par exemple. Là, puis j'en avais moitié-moitié, ça aurait peut-être marché. Puis là, j'ai essayé de regrouper les langues selon des familles de langues, langue slave, langue germanique. Bon, on s'entend que c'est très grossier comme catégorisation. Puis ça non plus, ça n'a pas changé les résultats. Donc, pour l'instant, je ne sais pas, mais c'est possible. Il y a des études où ils contrôlent, par exemple, où ils comparent des mandarins, des gens qui parlent le chinois mandarin avec des gens qui parlent l'anglais puis qui apprennent le français. Puis on voit que les gens qui parlent anglais ont plus de facilité avec certaines structures du français, tandis que les gens qui parlent le mandarin ont plus de facilité avec d'autres structures. Donc, ça dépend. Imagine. Ça dépend de ce qu'on regarde, puis ça dépend de la langue d'origine. Mais les études qui ont regardé ça montrent qu'au début, ça peut aider s'il y a des similarités entre les langues. Mais par la suite, les gens se ressemblent beaucoup. Puis ça, c'est des études en neurosciences. OK. Oui, c'est ça. Donc, au début, c'est sûr que ça peut donner un coup de pouce s'il y a une similarité. Donc, si on part, par exemple, comme mes enfants, ils font 5 langues. Donc, déjà, mathématiquement, c'est difficile d'avoir plus que 30% par langue. Oui. Mais par contre, j'aimerais savoir si ce désavantage diminue avec l'âge. Je crois que vous venez de répondre que... Je ne sais pas. Je pense que pour apprendre une langue, ça prend un certain temps. Peut-être 2 ou 3 ans intensifs. Là. Mm-hmm. Puis après ça, peut-être que là, il pourrait augmenter une autre langue. Tu sais, une fois que la langue est bien installée, c'est possible d'aller vers une autre langue. Mais de faire... oui, c'est ça. Donc, les études qu'on regarde de plus en plus, là, j'en avais parlé dans l'émission de télé où on avait été interviewé. J'avais dit 25-30%.
Donc, 25, je dirais que c'est le minimum, d'après ce que je vois, mais il y a très peu d'études. OK. Donc, 4 langues en simultané, peut-être. Merci. Quelqu'un d'autre? Mais en grandissant, tes enfants peuvent continuer à faire d'autres langues de façon intensive Ouais. aussi. Ah, OK, OK. Bonne chance. Sí, sí. OK. Eh, voy a hacértela en español y Sí, prefiero no, que... comprendo. Hablo español. Muy bien. Perfectamente. Ok, súper. Okay. Mira, estas investigaciones que tú has puesto como resultado, donde privilegian en la investigación que has hecho con Alexandra, Mhm. veo la estructura morfológica y sobre todo la multieducación que tienen los padres de los niños. Yo estoy acá haciendo también una observación pedagógica en la Universidad de Trois-Rivières, en un postdoctoral también, y quiero saber dentro de tu investigación si privilegias la pedagogía que se enseña para los adultos y si has descubierto algo novedoso que los niños de esta nueva generación digital nos aportan para aprender nuevas lenguas en contextos donde no son completamente el nativo. OK. Si j'ai bien compris ta question, tu voulais savoir si il y avait des particularités dans l'apprentissage chez les adultes Oui. avec des méthodes électroniques ou nouvelles, disons, modernes, qui peuvent nous donner des idées sur comment faire la pédagogie. Qu'est-ce que tu privilégies, si es que ce sont ventas ou profiter de la créativité que les enfants. OK. Bon, alors je connais quelques études qui ont comparé, par exemple, l'apprentissage dans des classes versus l'apprentissage en immersion. Mais évidemment, c'est des études très contrôlées, donc ce n'est pas l'immersion qu'on voit d'habitude, hein. Donc, ce qu'on voit, c'est que les deux groupes de participants qui ont été comparés réussissent très bien sur des tâches de jugement de grammaticalité ou de métalinguistique, si on veut, au même niveau, mais en neuroimagerie, ils ont un comportement différent. Donc, les personnes qui sont dans des situations d'apprentissage plus naturelles, immersion, si on veut, développent des réponses neuronales qui ressemblent à des monolingues. Tandis que ceux qui apprennent avec des règles dans des classes, dans des situations très formelles, ressemblent plus à des... Ça leur prend plus de temps. Donc, leur comportement neuronal est moins langue maternelle, disons. Donc, ça leur prend plus de temps à arriver à une espèce d'automatisation, si on veut, de l'apprentissage du langage. Donc, pédagogiquement, ce que je dirais, c'est que l'immersion, c'est génial, quoi. Donc, la capacité de faire des choses qu'on aime dans la langue qu'on veut apprendre, ça aide beaucoup. Avoir un chum ou une blonde aussi, c'est un cas classique. Si on aime la personne, on apprend la langue. Bueno, un poco para pensar desde el contexto latinoamericano. Sí. Cuando nosotros queremos distinguir una lengua nativa como el quichua que se está promocionando, sí, y sabemos que la mayoría está hablando el español. Sí. Entonces quieres hacer una inmersión en un lenguaje nativo cuando aparece el otro, inglés, y entonces los niños están como muy creativos. Esa pedagogía que tú has descubierto en este estudio, ¿no? ¿Privilegia la enseñanza metódica de la clase o tú has descubierto que pedagógicamente es importante salir de esa pedagogía estructurada? Okay. Sí. Donc, pour traduire, on parle des langues minoritaires aussi, comme le quechua qui est en train de revivre ou d'être promu au Mexique, par exemple. Et elle m'a demandé pédagogiquement, qu'est-ce qu'on privilégierait, donc l'enseignement en classe ou de sortir de la classe, la créativité et tout. Ce qui arrive, c'est qu'avec les enfants au Québec, quand ils sont en maternelle et en première année, ils ne sont pas en train d'apprendre des règles de la grammaire. Donc, ils doivent, en première année, apprendre une liste de vocabulaire et tout, mais ils ne sont pas en train d'écrire les règles et tout ça. Donc, c'est un environnement très naturel où il y a une conversation, les jeux,
et tout ça. Donc, avant la première année, il n'y a pas d'écriture, c'est vraiment les interactions, activités avec les enfants. Donc, ça ressemble à quelque chose de plus naturel, d'écologique, si on veut. Mais ça se fait partout. Il n'y a pas de différence d'une école à l'autre. Sauf dans les écoles, par exemple, comme Montessori, là, où ils sont un peu maniaques, là, où il faut écrire tout de suite. Là. Mais non, avec la pédagogie, généralement au Québec, c'est de travailler l'interaction humaine, la conversation, les habiletés sociales, avant de les asseoir devant un bureau puis de faire la classe. Ça se fait seulement en première année et c'est pas tout le temps. Et ça semble fonctionner. Mais tant mieux pour nous, mais il y a peut-être d'autres méthodes. J'arrive de la Finlande où les enfants sont dehors toute la journée. À la maternelle, c'est jamais dans une classe. Et les enfants apprennent le finlandais naturellement, si on veut, dans la nature. Finalement, une curiosité, parce qu'est-ce que tu penses que l'ordre de toute la pédagogie, c'est meilleur que tu commences avec la participation orale de les enfants, également qu'ils commencent à découvrir l'écriture? Oui, c'est ça. Non, avec les enfants, c'est pas une bonne idée de commencer avec l'écrit parce que la langue naturelle, c'est une langue orale. La langue écrite, c'est une représentation de la langue orale et c'est toujours imparfait. Surtout en français, c'est horrible. Okay? C'est vraiment... On torture nos enfants. Et en fait, apprendre à écrire, c'est pas seulement d'apprendre à décoder la langue écrite et de faire un lien avec l'oral, c'est de la compétence au niveau de la motricité fine, qui est très difficile. Ça prend des années aux enfants. Et puis en plus, au Québec, on les torture 2 fois parce qu'on leur apprend à écrire en lettres en bloc et puis ensuite en lettres attachées. Alors, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Alors, non, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc, un exercice qu'on fait avec les enseignants quand on va dans les écoles pour leur parler de troubles à la langue écrite, c'est qu'on leur dit de prendre un stylo dans la main gauche, dans la main non dominante, là, s'ils sont gauchers, dans la main droite, et on leur demande d'écrire une courte phrase. Et c'est difficile. Et les professeurs savent déjà comment faire la correspondance phonème-graphème. Ils connaissent l'orthographe des mots, ils connaissent la grammaire, mais juste d'écrire, c'est pénible. Et donc, non, avec les enfants, je dirais qu'il faut définitivement commencer par l'oral, ensuite la lecture et ensuite l'écrit. Okay. Gracias. De nada. Si vous avez d'autres questions, on pourra parler après. Oui, je ne sais pas si ça faisait partie de l'étude, s'il y avait une influence de la maîtrise du français par les parents sur l'apprentissage des enfants. Oui, donc le pourcentage de français parlé à la maison, c'est un questionnaire hyper complexe. On demande aux parents quelle langue ils parlent, combien de temps ils parlent de cette langue-là, s'ils ont plusieurs langues. Les enfants, qui parlent à qui, la télé, la radio. Bon, il n'y a plus personne qui écoute la radio, mais c'est quand même une question qu'on pose. La lecture des livres et tout ça. Donc, tout ça, c'est compilé dans le pourcentage de français à la maison. Mais dans le sens, parce qu'admettons, j'ai des amis mexicains qui sont nés aux États-Unis, leurs parents parlent seulement anglais à la maison, mais qui parlent avec un accent mexicain, même s'ils ne parlent pas espagnol. Parce que les parents, puis les oncles, les tantes parlent tous anglais avec un accent mexicain. Mais c'est super. Ouais. Mais c'est juste les phonèmes. Donc oui, c'est ça, mais des fois l'accent, mais comme la morphologie aussi, ils vont utiliser des formes un peu incorrectes, mais pas... Ben, on n'a pas évalué l'accent des enfants, donc je ne pourrais pas parler là-dessus. Ce n'était pas une de nos questions. OK. Mais tu sais, si les parents font des erreurs dans les participes passés, les enfants vont les apprendre. Ça se peut, mais comme on a vu, il n'y avait pas vraiment de différence entre les multilingues et les monolingues. On leur faisait faire aussi la tâche de faux-flow, de production de mots. Donc, on avait leur inventaire consonantique, quelles consonnes ils sont capables de produire. Donc, on a toutes ces informations-là. Elles ne sont pas encore analysées. Donc, on a 206 enfants analysés. Bon. Et un jour, on va sortir ça. Peut-être qu'il y aura des différences là. Ouais.
Merci. Merci. Merci beaucoup, Anna, pour la présentation. Un plaisir.